Eh bien, nous voici à notre 8e et dernière conférence, l'économie circulaire dans les métiers de l'eau. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Printemps-Vaquier, ingénieur process du territoire Atlantique Veolia, Philippe, Jean-Philippe Ricard, que je vous estropie pas tout de suite, directeur chez Alcyon Environnement, et Isabelle Scullier, directrice de Bordeaux Métro Pulse, c'est mieux à la française, très bien. Avant de parler d'illustrer ce thème, je vais vous demander, Cyril, de nous dire exactement de quoi on parle. Eh bien, j'y vais. Alors, en cette journée mondiale de l'eau, nous proposons ce tour de table, cette table ronde sur l'économie circulaire. Nous vivons dans un monde qui a de plus besoin, qui a de plus en plus besoin que l'on prenne besoin de ses ressources. Donc, si on veut continuer à satisfaire les besoins de tout à chacun, de préserver nos modes de vie, le monde doit être ressourcé. Et dans ce cadre, l'économie circulaire est au centre de cet enjeu. Donc, au lieu de faire de grands discours, on vous propose d'orienter cette table ronde sur 3 thèmes très concrets, avec une première intervention donc, de Jean-Philippe Ricard d'Alcyon sur la valorisation des sous-produits en des réactifs qui vont pouvoir être réinjectés dans les unités de traitement de l'eau. Deuxième intervention que je vais réaliser sur la partie énergie dans les cycles de l'eau. Et une troisième intervention par Isabelle Scullier sur la partie économique et toutes les orientations de l'eau comme booster de l'économie circulaire. Voilà. Donc je vous propose de laisser la place à Jean-Philippe. Bonjour, donc je vais vous parler d'économie circulaire et surtout d'économie circulaire de produits chimiques. Et donc, comment on récupère des sous-produits pour les transformer en réactifs au sens sur un secteur d'une municipalité, par exemple, ou d'une métropole. Alors, donc, voilà, vous avez une petite image qui reprend des données de base. Donc, quand vous avez une station d'épuration, elle va épurer l'eau, mais elle va produire en même temps d'autres composés. Donc, si on a 80% des boues qui sont méthanisées, on va fabriquer du CO2 en même temps que le méthane. Le méthane sera utilisé pour produire de l'énergie ou réinjecter dans le réseau. Et par contre, le CO2, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui donc, si vous avez une station d'épuration de 500 000 équivalents habitants, vous allez à peu près fabriquer 4000 tonnes de CO2 par an. Donc, ces 4000 tonnes, ils vont aux petits oiseaux. Et donc, l'une des solutions qu'on propose au sein de l'Alcyon, c'est la solution Valécarb qui va permettre de transformer ce CO2 en bicarbonate de sodium. Et ce bicarbonate de sodium, il peut servir à traiter des fumées sur l'incinérateur qui est à proximité de la même station d'épuration. Donc, en fait, on a déjà une première image de l'économie circulaire. Dans l'eau, on trouve de digesta, on va trouver beaucoup d'azote sous forme ammoniacale. Et cet azote ammoniacal, il peut être aussi réutilisé pour des applications industrielles, dans la chimie, dans les engrais, ou aussi pour traiter les fumées d'incinérateurs. Donc c'est quand ça tombait pas mal, parce qu'on a quand même deux coproduits qui peuvent être utilisés juste à côté. Et dans un certain nombre de cas, on peut fabriquer aussi un autre produit qui est le nitrate de sodium. Et ce nitrate de sodium, il va servir à traiter les odeurs dans les réseaux d'assainissement. Donc au global, finalement, sur une station d'épuration, on va pouvoir traiter en amont les odeurs du réseau et en aval, enfin sur un autre point d'une municipalité, les fumées d'incinération d'ordures ménagères ou autres d'ailleurs. Voilà. Alors je vais vous présenter un peu les procédés, je vais essayer d'être assez rapide et concis sur la partie technique pure. Mais grosso modo, ce qu'on récupère sur notre procédé Valéaz, qui valorise l'ammoniac, c'est ce qu'on appelle un stripping vapeur sous vide. Donc c'est un peu barbare, mais globalement, ça sépare l'ammoniac d'un côté, et dans ce cas-là, dans le schéma que je vous ai proposé, mais il y a d'autres options, on va fabriquer aussi le nitrate de sodium. Voilà, donc en gros, c'est une distillation où on sépare l'ammoniac du nitrate après avoir capté l'ammoniac par de l'acide nitrique. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est des exemples.
Donc ça, c'est une installation mobile qui peut fonctionner sur des digestats, justement, qui a fonctionné en Allemagne, en Belgique, en France. Voilà, là, c'est une installation qui est très locale, puisque là, on est au SIDEC, donc c'est-à-dire à 100 km de Bordeaux, à côté de Mont-de-Marsan, où là, on a une grosse usine de compostage de boue de station d'épuration. Donc, on a cette émission, le compost émet cet ammoniac dans l'air, il va être capté par des laveurs acides, et nous, on a installé toute l'installation que vous avez devant vous, voilà, qui va permettre de recycler l'ammoniac et le nitrate de sodium. Voilà. Alors, le CO2, on a un procédé qui s'appelle Valécarbe, alors qui vient du milieu viticole à l'origine, donc on est aussi très local, et c'est né d'une discussion avec le château Guiraud. Et donc ce CO2, l'idée c'est d'en faire du bicarbonate de soude, donc on va le mélanger avec du carbonate pour faire du bicarbonate. Et on va avoir un petit film qui va L'économie circulaire, en fait, depuis plusieurs années maintenant, ça fait 5-7 ans qu'on a lancé un peu ces projets. Je crois qu'une des bases, ça a été notre bilan carbone qu'on a fait il y a 7 ans, et où en fait on s'est retrouvé à avoir un compte à charge de carbone. Et donc on a cherché une solution pour piéger du carbone. Donc, et puis on a mis en place le système et on a lancé pour la première année en 2013 au Chez Furtif. Donc chez qu'on avait commencé à construire 2 ans avant et qui était complètement orienté dans l'économie circulaire et dans le recyclage et dans les effets minimalistes d'influence sur le milieu extérieur. Donc avec récupération des eaux de pluie, faible consommation énergétique, vraiment un concept, je dirais, un peu d'économie énergétique et financière, mais avec cette idée de recycler les choses et d'impacter le moins possible l'environnement autour de nous. Alors qu'est-ce que Valécarbe ? Valécarbe est un système qui a été mis au point par Alcyon, filiale de Veolia. Et donc le système consiste à faire buller le CO2 issu des fermentations dans une solution de carbonate de soude et donc de fabriquer du bicarbonate de soude. Ensuite, par accumulation, ça cristallise. Ensuite, on filtre sur un filtre rotatif et on sort du bicarbonate de soude sous forme de poudre légèrement humide. Donc c'est quelque chose de très simple dans la pratique. Ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'il fallait mettre au point, il fallait attraper le dioxyde de carbone de chaque cuve, donc mettre des pipelines, créer des aspirations, faire en sorte que les concentrations soient au bon niveau. Donc il y a eu pas mal de tâtonnements, mais aujourd'hui on est vraiment très fiers de ce système qui fonctionne vraiment très bien. Voilà, donc en plus c'est des lieux pas désagréables pour travailler, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc on peut faire la même chose que ce qu'on fait sur les cuves de vinification sur le CO2 issu des digesteurs sur une station d'épuration. Donc ça c'est après. Alors bon, je vais passer assez vite, mais c'est le CO2, c'est toutes les applications du CO2. Donc en fait, on est en train de travailler sur justement cette économie circulaire du CO2 qui est relativement complexe. Le CO2, c'est un polluant, mais c'est aussi un réactif, une matière première dans plein de domaines. Donc à partir de ce procédé Valécarbe, on a réfléchi à plusieurs applications. Alors on a une application qui est classique, celle qui va au traitement de fumée. Donc vous prenez Valécarbe, le filtre, à gauche il y a le sécheur et le traitement de fumée. Donc ça c'est la voie classique et industrielle standard. Mais par contre, on est en train de réfléchir sur beaucoup d'autres applications. Un, c'est fabriquer pour la croissance organique de microalgues. Donc là, on va prendre que du bicarbonate humide. Mais aussi régénérer ce CO2, par exemple, pour de l'inertage, comme réactif chimique. Et donc ça, c'est les applications qu'on est en train de développer. En fait, on fait du transport de CO2 non dangereux sous forme de poudre. Voilà. Et après, dans quelques applications, mais qui seront plutôt viticoles ou qui ne seront pas très grosses en termes de volume, c'est de faire du bicarbonate de potassium qui, lui, est un phytosanitaire bio, agréé en viticulture biologique. Voilà, donc l'économie circulaire, il faut aller assez loin et réinventer un peu les circuits traditionnels. Bon, ça, c'est des petits exemples sur le marché du bicarbonate de sodium. Notamment le traitement de fumée, mais on voit aussi que tous les effervescents, c'est du bicarbonate de sodium qui fait les bulles dans l'effervescent. Voilà, donc ça c'est une unité mobile donc, qui est capable d'aller faire de la démonstration sur des sites de digestion ou viticoles ou autres d'ailleurs.
On a d'autres projets un peu plus industriels dans l'industrie chimique. Voilà, donc ça c'est les applications en milieu viticole, toujours l'unité mobile. Et bien ça c'est notre application en microalgues. Donc voilà, pour la production de spiruline, on consomme du CO2 ou du bicarbonate, parfois même les deux. Donc on peut, voilà, avec le petit schéma que je vous ai montré sur l'économie circulaire du CO2, eh ben, on peut avoir ces deux applications sous forme de poudre ou sous forme de gaz. Voilà, un petit aperçu. Merci beaucoup. Cyril, je vous redonne la parole sur la question de l'énergie dans le cycle de l'eau. Parfait. Mais comme on vient de le voir sur la partie de la matière et de sa valorisation, l'énergie est au cœur de cette problématique de l'économie circulaire. Donc l'énergie dans le cycle de l'eau. Alors, en tant que gestionnaire d'installation, Veolia Eau, gestionnaire d'installation de traitement de l'eau, tant en eau potable qu'en assainissement, jusque-là, il y a encore quelques temps, l'objectif unique, entre guillemets, était avant tout de produire de l'eau potable et de traiter les eaux usées. Depuis un certain nombre d'années, s'ajoute la problématique et la dimension d'optimisation des besoins énergétiques de ces installations pour en diminuer l'empreinte carbone de l'ensemble et aussi dans un besoin croissant dans une explosion démographique et le fait de devoir préserver toutes ces ressources. Et on va voir que tout ce cycle de l'eau, il y a vraiment énormément de gisements d'énergie renouvelable qui vont pouvoir être puisés. Donc, ajouté à cela, on a forcément des leviers aussi, des facteurs qui incitent à cette démarche vertueuse que l'on vit tous tant les entreprises que les particuliers. Le premier, c'est l'augmentation du prix de l'énergie. Je ne prendrai que le tarif de la CSPE qui a explosé en l'espace d'une dizaine d'années et qui aujourd'hui représente d'environ 20% de notre facture d'énergie et qui est directement lié à la consommation en mégawattheure de l'installation. Il y a aussi la partie évolution réglementaire et tarification incitative. Donc, le parfait exemple, c'est la valeur du biométhane que l'on peut aujourd'hui réinjecter dans les réseaux gaz et qui a une valeur entre 1,5 fois à 4 le prix d'achat du gaz naturel. Donc, il y a une forte valeur donnée au biométhane. C'est pour ça que cette dimension-là explose sur les stations d'épuration, mais pas que. Parallèlement, il y a de plus en plus de subventions aussi pour alimenter cette économie vertueuse. On peut aussi citer la partie certification, ISO 50001. De plus en plus d'entreprises sont certifiées. On passe aussi dans une ère où cette certification passe d'une obligation de moyens et une obligation de résultats, où les entreprises vont devoir démontrer l'amélioration de leur performance énergétique. Donc tout ça, ça concourt à faire baisser les consommations et à développer les énergies renouvelables. Et enfin, il y a la pression sur l'empreinte environnementale, les gaz à effet de serre, et demain, peut-être l'intensification d'un prix à la tonne de carbone rejeté, d'où l'intérêt à diminuer cette partie-là. Donc là, vous avez schématiquement le cycle de l'eau, de la partie production d'eau potable, distribution, jusqu'à la collecte et au retraitement des eaux usées. Donc, d'un point de vue sur ce cycle de l'eau, en eau potable, le premier objectif, ça va être de diminuer les pertes en réseau. Donc aujourd'hui, entre les quantités produites à une usine et celles consommées au robinet de tout à chacun, de par la vétusté de certains réseaux, on a de la perte en réseau. Donc, et c'est le premier axe de travail, si on améliore ce rendement, forcément on va diminuer le volume à produire et mécaniquement on va diminuer les consommations électriques.
Après, au niveau de l'eau usée, la démarche est bien différente. Il y a quand même pas mal de gisements d'énergie renouvelable. Et on est sur des installations qui consomment quand même globalement beaucoup d'énergie. Et donc, sur ce schéma, on voit déjà des postes de traitement où on essaye d'optimiser et de diminuer les consommations. Mais également, on voit apparaître des boosters de production d'énergie, entre autres qui se retrouvent dans les calories, donc la possibilité de récupérer de la chaleur dans les eaux usées, donc avec un procédé que je présenterai de manière très succincte qui s'appelle énergie d'eau, pour notre part. Et tout en fin de chaîne, sur la partie des boues, la possibilité donc de produire du biogaz avec un méthaniseur ou un digesteur, et ensuite soit de le valoriser par de la production d'électricité par une cogénération, soit la possibilité de l'injecter après l'avoir épuré et le converti en biométhane dans un réseau de gaz. Donc toute cette problématique de récupération, de production de biogaz, jusqu'alors il fallait rapprocher le besoin du site de production. Le fait de pouvoir l'injecter aujourd'hui dans le réseau de gaz, ça permet de pouvoir alimenter un besoin qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres. Voilà. Et donc ça rejoint la valorisation matière, car cette épuration du biogaz va permettre d'avoir un biogaz plus concentré en CO2 qui va pouvoir être en économie circulaire valorisé pour le bicarbonate de sodium via Valécarb. Voilà. Donc de plus en plus, on parle si on prend le cas de l'assainissement des stations d'épuration dites à énergie positive. Donc ça passe tant sur les technologies moins énergivores qui vont être mises en œuvre, donc tant en termes de filière de traitement qu'en équipement, sur les pompes, sur les moyens de production d'air dont sont friandes les stations d'épuration et qui consomment énormément d'énergie. Donc il y a de plus en plus de travail là-dessus. Ça passe aussi par l'optimisation des procédés de traitement, donc par le contrôle avancé, la régulation dite avancée, on peut optimiser le besoin entre guillemets au strict minimum pour faire le travail. Donc là, nos solutions 6PO, on va dire françaises, une gamme de solutions chez Veoliao, et nos collègues, notre filiale danoise Kruger au Danemark, les pays scandinaves, l'Allemagne, la République tchèque, qui se sont penchés beaucoup plus sur ces dispositifs bien avant la France. On peut citer le cas de la solution de régulation STAR au Danemark. Et donc si on sort ensuite de la station d'épuration, sont développés de plus en plus de systèmes de pilotage centralisé qui vont permettre de pas simplement regarder le process étape par étape d'une station, mais vraiment d'avoir une vue globale, et même de pouvoir engager, pourquoi pas, le fait si on a des moyens de stockage, le fait de pouvoir faire fonctionner les installations là où l'électricité est la moins demandée et la moins chère sur le marché de l'énergie. Voilà, les perspectives. Et ensuite, on essaye, pour tendre vers cette station énergie positive, de valoriser toutes les sources d'énergie disponibles sur les installations, voire dans une notion d'économie circulaire et de gestion des déchets sur un territoire, voir dans quelle mesure des entrants complémentaires pourraient venir sur une station d'épuration booster la production d'énergie renouvelable dans le digesteur, moyennant des acceptations et le côté réglementaire. Voilà. Donc là, on n'est plus sur la région Aquitaine, mais une des références dans ce domaine-là, c'est la nouvelle station de Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes, qui en fait encapsule toute la démarche et va avoir une balance énergétique positive, à savoir que ce qu'elle importe pour ses besoins va être inférieur à l'énergie qu'elle va produire au travers de la production de biométhane. Voilà. Donc ça passe par une faible consommation liée à la conception de l'installation, le fait de faire en sorte de récupérer toute la chaleur qui est possible d'être récupérée sur le site pour chauffer le digesteur et les boues qui ont besoin d'être maintenus en température.
Le fait de mettre en place des productions d'énergie renouvelable, donc des pompes à chaleur, des panneaux solaires, c'est ce qui est le cas là-bas. Et puis le fait d'avoir une méthanisation et le fait de produire du biométhane. Ils ont même là-bas l'acceptation d'entrants extérieurs pour booster cette production. Voilà, enfin, j'ai presque fini. Je vous ai parlé d'énergie d'eau, donc c'est un dispositif qui se développe de plus en plus. Dans un contexte de développement économique, c'est la chaleur encapsulée dans les eaux usées qui circulent sur une métropole. Et on va dire l'énergie qui croît le plus avec le fait d'avoir de plus en plus de rejets. Et donc on a un dispositif qui permet de valoriser ces calories et de récupérer l'énergie disponible dans les eaux usées. Donc que ce soit au niveau des réseaux d'assainissement ou à l'entrée d'une station d'épuration. Et donc par la mise en place d'une dérivation du débit, avec un débit minimum à maintenir, bien entendu, on va pouvoir, avec une pompe à chaleur, satisfaire tant des besoins de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de climatisation. Et donc les principales références qu'on a dans ce domaine-là sont sur des centres aquatiques. Donc par exemple à Marseille, à Arras, plus récemment à Aix-les-Bains. Il y a aussi le fait de chauffer et de produire de la climatisation sur des écoquartiers. Donc c'est un dispositif qui se développe énormément. Voilà. Et enfin, donc voilà, à travers quelques-uns de ces exemples, c'était pour vous illustrer le potentiel énergétique des installations dans le cycle de l'eau et en particulier dans l'assainissement. Et donc ces dispositifs sont au cœur de cette économie circulaire. Voilà. Merci beaucoup. On va passer la parole tout de suite à Isabelle. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à cette conférence. On va s'éloigner un petit peu de la technique. J'ai aussi beaucoup de dessins, mais qui sont beaucoup plus simples à comprendre. Je suis donc la directrice de Bordeaux Métropulse. C'est une association créée en novembre 2016 sur Bordeaux, qui est un incubateur de projets liés à la vie intelligente. Alors, quel est à la ville intelligente? On va comprendre le lien avec l'économie circulaire au cours de la présentation. Pourquoi est-ce que Bordeaux Métropulse a été créé? D'une part, pour répondre aux enjeux de services urbains de Bordeaux, qui connaît une attractivité phénoménale. Bordeaux n'a jamais connu une telle croissance démographique. On estime le nombre de nouveaux arrivants à 10 000 par an. Et en s'amusant à faire une projection sur 5 ans, ça fait 50 000 nouvelles personnes. Et on a traduit ça, j'ai traduit ça en termes de chiffres de services urbains, ce qui nous fait 17 000 tonnes de déchets supplémentaires à gérer, presque 2 millions de mètres cubes par an supplémentaires à fournir et à traiter, 13 000 logements et 150 000 déplacements jour à gérer. C'est en général ça qui soulève le plus d'inquiétudes. Les réponses traditionnelles apportées à ces enjeux, en général, sont celles de l'infrastructure. S'il y a trop de voitures, on va faire plus de routes. Mais en fait, si on fait plus de routes, il y a plus de voitures. On va mettre plus de camions poubelles. Ah ouais, donc du coup, on va pouvoir jeter plus, etc. etc. Donc, on perçoit bien la limite de la réponse en termes d'infrastructure qui fait que ça ne va pas diminuer ou ça ne va pas faire que la ville fonctionne mieux. Et puis surtout, ça coûte très cher. Et puis, en plus, ça prend plein de temps. Et donc, vous êtes tout le temps en retard par rapport à la demande, puisque vous avez prévu une route pour les 1 million de personnes, mais dans 10 ans, quand la route sera construite, on sera 1,2 million. Voilà. On se met au service vraiment de Bordeaux, qui a des vraies ambitions de changer un peu d'image de belle endormie et de ville du surf et où on mange des huîtres et où on boit du vin. Mais même si c'est super le week-end, la semaine, en fait, on y travaille. Et ça fait partie aussi du changement d'image auquel nous, on s'associe totalement. Je suis désolée, il y a des bugs sur la mise en page, mais c'est pas grave, vous avez quand même compris. Qu'est-ce qu'on fait? On répond, il y a Alcyon qui m'a piraté. L'idée, c'est en fait d'utiliser
d'une part les nouvelles technologies et s'appuyer sur ce formidable levier qu'est le numérique. On devient tous aujourd'hui fournisseurs de services urbains parce que on a sa voiture sur Blablacar, qu'on a sa maison sur Airbnb, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a des gens qui deviennent des déchetteries ambulantes sans le savoir. Je vous donne un exemple. Il y a une start-up ici qui s'appelle Give, qui a aujourd'hui une communauté de 500 000 personnes. Et aujourd'hui, votre canapé sur lequel le chat s'est fait les griffes pendant 3 ans et dont vous voulez vous débarrasser est en fait une super ressource pour votre voisin. Et ça, c'était insoupçonné. Vous le mettez sur l'appli et le voisin, il débarque dans l'heure chez vous, il embarque le canapé. Du coup, la collectivité n'envoie pas de camion, ne charge pas ses déchetteries et le voisin, il est content, il a un presque nouveau canapé. Voilà, donc le numérique fait qu'en fait, on est tous fournisseurs de services urbains et en plus, ça nous permet de capter une donnée qu'on n'avait pas avant et notamment, on pourrait se dire que ça pourrait servir à améliorer l'offre de mobilité. Si on sait qu'à telle station de bus, il n'y a jamais personne, on peut peut-être la supprimer. Voilà. On associe l'intelligence du territoire, notamment les étudiants, les chercheurs, on leur met à disposition des vrais gens. S'il y a un chercheur qui a une super idée, on veut le faire sortir du laboratoire et qui teste son idée auprès des vrais gens. Les vrais gens sont donc les citoyens là, parce que l'idée, c'est pas de faire des trucs qui servent à rien et qui ne leur apporteront rien. Voilà. Quelques exemples. Voilà. Donc, qui on est, c'est ça. L'idée, c'est vraiment, on n'est pas du tout une pépinière ni un incubateur de start-up. On est un écosystème complet avec l'ensemble de la chaîne des acteurs, les gros, les petits, les moyens, et avec l'objectif de faire gagner du temps à tout le monde. Je me présente comme une intermédiaire qui fait gagner du temps, ce qui est un peu difficile à comprendre, mais en fait, si. Donc on a 4 membres fondateurs, Bouygues Immobilier, Veolia, La Poste et Sopra, qui sont chacun dans la recherche d'une modernisation de l'offre de services, d'une adaptation aux changements digitaux, aux changements d'usage. On a des partenaires académiques, on a des clusters, voilà, tout un tas de gens qui travaillent avec nous sur les différents projets. L'offre, elle est pour moi en 4 piliers. Exploration des valeurs de données. Les collectivités, les grands acteurs privés multiplient les données. Ils ne sont pas toujours en mesure d'en extraire la valeur maximum. Donc, on l'a confié à un écosystème. On ne parle pas d'open data, hein, tout ça est confidentiel. Mais on va la confier à un écosystème qui est en mesure, justement, d'extraire la valeur. On parle d'expérimentation. On teste quelque chose de nouveau. Je vous donnerai un exemple. On parle beaucoup d'acculturation, parce que c'est super d'emmener les startups à Las Vegas. Seulement si en face, personne ne comprend rien à ce qu'elles font, ça ne sert à rien. Alors on essaye d'expliquer aux gens qui ont le pouvoir entre les mains, le pouvoir économique et le pouvoir politique, de comprendre à quoi peut leur servir l'intelligence artificielle, l'IoT, la robotique, etc. Et enfin, beaucoup de prospection, je vous le détaillerai après. La première expérimentation menée, elle est hyper économie circulaire et voilà, donc je suis ravie d'être ici. C'est YoYo qui part du principe qu'on a 25% du plastique qui est recyclé en France aujourd'hui, donc 75% qui part à la mer ou en incinération. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'améliore? Ce taux, il plafonne depuis 10 ans, ça ne bouge pas. On a essayé d'expliquer aux gens que c'était un poubelle verte, que c'était le jeudi, qu'il faut regarder derrière si c'est un triangle, si c'est un 1, si c'est un 4. Enfin, personne, il faut quand même être assez clair, c'est pas très très clair. Donc, on essaye de travailler là-dessus et on se dit, on va dire aux gens qui trient mieux et qui trient plus, et ben en plus, on va les récompenser. Ils ont une consigne très simple, c'est le plastique transparent. Quand on a dit ça, déjà, je vous assure que c'est plus simple. Ils s'appuient sur un réseau d'acteurs locaux qui vont être des concierges, qui vont être des commerçants, qui vont être des gens qui sont ni concierges ni commerçants, qui ont 1 mètre carré de stockage à consacrer à YoYo, qui vont être des coachs, qui ont des sacs orange, qui donnent à des trieurs. On lui dit au trieur, tu mets des sacs en plastique transparent compressé. Quand c'est plein, tu me ramènes le sac. Moi, je gagne des points en tant que coach et toi, en tant que trieur, aussi, tu gagnes des points. Pour vous donner une idée, quand vraiment vous avez consommé beaucoup de bouteilles en plastique, vous avez le droit de faire la bise à Adriana Carambeu. Mais si vous n'arrivez pas à ce niveau de consommation de plastique, vous allez au cinéma environ 1 fois par mois ou 2 fois par, 2 fois par trimestre. Ce qui, pour des quartiers où on s'est installé, c'est-à-dire aux Aubiers,
C'était une jolie récompense parce qu'ils n'y vont pas souvent au cinéma. Mais ce qui est intéressant en fait dans cette démarche, au-delà du fait qu'on a recyclé du plastique et qu'on va au cinéma, il y a des externalités positives qui sont mesurées parce qu'ils ont lancé une enquête. Ils ont 1200 familles aujourd'hui sur Bordeaux. Ils ont fait 10 tonnes de PET, donc c'est pas anecdotique. Ils ont fait une enquête auprès de ces 1200 personnes pour leur poser des questions sur qu'est-ce que ça a changé dans votre vie. Maintenant, ils ramassent les bouteilles plastiques qu'ils trouvent par terre parce qu'ils ont compris que ça avait de la valeur. Et puis comme ça, ils remplissent leur sac plus vite. Et puis ils trient mieux aussi, parce qu'avant, ils ne savaient pas trop à quoi ça servait. Voilà. Donc ça marche assez bien. Ils sont en expérimentation sur Bordeaux et sur Lyon. Et puis là, ils veulent se développer sur Marseille, Lille et d'autres villes. Peut-être Bayonne, je crois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait pour notre membre fondateur Veolia, ou qu'est-ce qu'on va faire? Quelques exemples. On ouvre un appel à projet qui est à destination des porteurs de projets ou des TPE-PME. Et on met à disposition de ces porteurs de projets le terrain de jeu qui est celui de la ville. Avec le mot d'ordre pour les porteurs de projets, c'est « sors du laboratoire ». Tu hésites avant de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale, et écoute, nous, on te permet de tester ton idée. Donc, on va te mettre à disposition des réseaux, des données, des clients, des salariés, des voitures, voilà, ce dont tu as besoin. Et puis, ensemble, on mène l'expérimentation pendant 6 mois. On ne veut pas s'adresser qu'aux startups et qu'aux idées émergentes. On veut aussi s'adresser aux TPE et PME, pas forcément sous la même forme, mais en tout cas, fais-toi connaître auprès des grands groupes parce que tu bénéficieras de la plateforme commerciale au national et à l'international. Donc, on voit ici que les acteurs structurants des territoires, dans l'eau notamment, sont des leviers pour l'économie locale. On est accompagné par un cabinet de conseil en stratégie internationale qui va faire un diagnostic export et qui donc leur dira si tu vas à Dubaï, ça va pas trop marcher, mais par contre à Shenzhen, ça peut marcher. Ça tombe bien, à Shenzhen, il y a Veolia qui a des bureaux, qui sera prêt à accueillir la PME, etc. etc. Voilà. Donc on crée une chaîne de valeur qui est cohérente avec des gens qui ont envie de s'impliquer dans le développement économique local. Bordeaux 2050, on est... Alors, il n'y a pas beaucoup de mots sur cette slide parce que tout est en discussion encore, mais grosso modo, ce qui est sûr, c'est qu'on est associé à la démarche initiée par Bordeaux Métropole et qu'on va faire travailler des étudiants pour leur faire imaginer 2050. C'est juste parce que j'ai dit que s'il n'y avait que des cheveux blancs qui parlaient de 2050, ça allait être moins crédible. Donc, on va essayer de rajeunir un petit peu les idées pour que les gens qui vont y vivre y participent aujourd'hui. Un projet est mené avec la SOBAS sur le bassin d'Arcachon qui est sur celle de donner de la valeur à la donnée. Donc l'ensemble des clients sont en télérelève. Très honnêtement, aujourd'hui, vous allez voir un client qui a un télérelève, Linky, Birds, machin. Je ne suis pas sûre que ça a changé sa vie. Voilà, donc nous, on veut essayer de travailler là-dessus avec eux, sachant qu'on est sur un... Arcachon, c'est pas forcément simple parce qu'il n'y a pas que des gens qui seront là en 2050. Donc, il faut adapter sa stratégie, sa communication, sa segmentation. Voilà. Mais tout ça quand même à partir du numérique. Donc, on est sur une problématique intéressante. Voilà. Enfin, on a dans nos locaux une entreprise géniale qui s'appelle Skybirds, qui fait tout ce qui est autonome, qui vole, qui roule, qui marche. Voilà. Donc ça s'appelle du drone, mais sachez que le drone ne fait pas que voler. Et il s'est associé à un consortium archéologique qui, pour la première fois, en fait, a modélisé en 3D un monument. Et évidemment, c'est la colonne des Quinconces, c'est pour ça qu'on en parle. Donc vous reconnaissez le cheval en bas. Donc ça, c'est l'image qui est là, c'est que du pixel. C'est pas du film. Donc il a fait voler un drone, il a mis de la bonne captation d'image, de la bonne intelligence. Ça sert à sauvegarder le patrimoine, ça sert à identifier les failles. Voilà, ça coûte un peu moins cher que de faire monter un gars et c'est un peu moins dangereux que de faire monter un gars tout en haut. Voilà. Je suis au bout, je suis à votre disposition. J'espère que j'étais dans les temps. C'était parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous serez là en 2050? Est-ce que vous avez envie de participer à Bordeaux 2050? Est-ce que vous avez des projets, des suggestions, des remarques à faire? Bon, je vous rassure, vous serez là en 2050. Ok, d'accord. Dites-moi quelque chose. On a parlé des réactifs
tout à l'heure. C'est quoi les débouchés actuels des réactifs sur la région Aquitaine? Alors aujourd'hui, on a donc en provenance de Mont-de-Marsan, l'installation dont vous avez vu les photos, on a l'ammoniac qui part sur des incinérateurs ou des unités de combustion, et on a du nitrate de sodium qui part à Cestas pour traiter les réseaux d'assainissement et pour éviter les odeurs dans les réseaux et donc pour les habitants de Cestas. Et puis on est en train de développer cette application, enfin dans les Landes aussi d'ailleurs, il y a pas mal d'applications dans les Landes. On en a envoyé un peu en dehors de l'Aquitaine aussi malgré tout. Et pour le bicarbonate, l'une des applications c'est la spiruline, qui est une microalgue qui est un complément alimentaire qui cherche justement des produits minéraux d'origine organique. Donc donc ça plaît pas mal et on est en train d'être validé pour justement la spiruline bio et ainsi de suite, qui est le moteur aujourd'hui des producteurs de spiruline pour se démarquer des concurrents étrangers. Voilà. Toujours pas une petite suggestion pour maintenant ou 2050? Si. Il y a des projets justement à l'époque où il n'avait pas été fait par exemple des digestions, alors moyennant le fait de regarder l'intérêt économique de tout ça, mais il y a des stations d'épuration qui voient leur filière de traitement des boues évoluer avec l'intégration d'un digesteur typiquement. Une pompe à chaleur, ça peut être intégré après. Des panneaux solaires, ça peut être intégré ensuite. Donc non, c'est pas réservé aux nouvelles installations. Plus d'autres questions? Je vais vous remercier. Merci beaucoup. Si vous avez eu des timidités et que vous voulez interpeller nos intervenants en tête à tête parce que vous trouvez ça plus sympa, ils sont à vous. Merci beaucoup. Merci à tous.